Bonjour et bienvenue à cet atelier de formation organisé par LexisNexis et son partenaire au Maroc, Icône Juris, dans le cadre de la 3e journée du CASA Business Law Forum, en continuité du panel de la matinée dédié au droit en soutien de l'économie au Maroc. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sophia Guessous, qui est expert comptable, associée gérante de SC Conseil, pour vous présenter les nouvelles dispositions fiscales figurant dans la loi de finances 2021. Alors, une petite précision, la loi de finances 2021 a été votée par le Parlement la semaine dernière, mais n'a pas encore été publiée au bulletin officiel. Et donc, Madame Guessous a travaillé sur une version en arabe qui n'est pas encore la version officielle. Nous publierons une actualité sur Lexis Maroc des publications de la loi au bulletin officiel et un article plus approfondi également dans la foulée. Avant de passer la parole à Sophia Guessous, je vous invite tous à ne pas hésiter à poser vos questions à notre expert via l'onglet chat. Notre expert y répondra donc à l'issue de son intervention. Merci à tous et bonne formation. Sophia, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Angélique pour votre introduction. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de ce CBLF qui est cette année sous la forme digitale, mais qui a tenu effectivement à se réunir de manière virtuelle et à prévoir dans son programme, qui est très riche et très consistant, un point sur la loi de finances pour l'année 2021. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi de finances est un rendez-vous annuel pour mettre le doigt sur les nouvelles dispositions fiscales qui sont votées par le législateur et qui seront applicables à partir du 1er janvier de 2021. Alors, cette année, nous sommes dans un contexte exceptionnel. Vous n'êtes pas sans savoir que à travers le monde, tout le monde a connu une pandémie, une crise qui a eu un impact important sur les économies des différents pays, y compris le Maroc. Donc, c'est une loi de finances qui a été préparée dans un contexte de crise où il fallait allier entre un assèchement des recettes de l'État et essayer à travers cela de faire aussi face à l'augmentation des doléances des ménages et des entreprises. Donc, dans un environnement sanitaire incertain et économique particulier, cette loi de finances a quand même été préparée sur la base des orientations, comme tous les années, des assises de la fiscalité, mais aussi et surtout sur la base des orientations qui émanent du discours royal du trône et également du discours de Sa Majesté lors de l'ouverture de la précédente séance du Parlement en octobre dernier. Donc, en filigrane, on retrouve la recherche de l'amélioration de la couverture sociale au Maroc, qui s'est révélé un point assez important lors de l'avènement de la pandémie du Covid-19. Donc, aujourd'hui, donc sans plus tarder, merci Angélique de passer à la diapo suivante. Donc, la lecture aujourd'hui du texte du projet de loi de finances 2021 nous permet de décliner un certain nombre de points, en fait des objectifs à travers lesquels nous allons examiner les nouveautés de cette loi de finances. Donc, il ne s'agira pas d'une présentation classique par impôts et taxes, mais plutôt d'une présentation par objectif. Donc, les premières dispositions tendent vers l'harmonisation du régime fiscal des sociétés ayant le statut CFC. Les deuxièmes, en fait, concernent la reprise du secteur de l'immobilier. On verra également qu'est-ce qui a été prévu pour encourager la recapitalisation des sociétés, puis le transfert des entreprises publiques au secteur privé. On constate également à travers cette loi de finances un retour de la contribution sociale de solidarité. Comme je l'ai annoncé, c'est une loi de finances qui va avoir des mesures sociales assez importantes. Donc, on rentrera dans le détail. On a cherché aussi à simplifier le système fiscal pour les professionnels qui ont un revenu limité et qui sont généralement soumis à l'IR sous le régime du bénéfice forfaitaire. On cherche également à relancer le marché de l'emploi à travers un certain nombre de mesures de faveur en matière d'impôt sur le revenu. Sur le chapitre de la transparence avec l'administration fiscale, on a une mesure de clarification
de la justification des dépenses qui sont engagées par les entreprises. Ensuite, on a essayé, comme dans les précédentes lois de finances, toujours de renforcer le droit de communication avec le contribuable et le droit de contrôle de l'administration fiscale. Une nouvelle mesure, une nouvelle amnistie fiscale, c'est aussi une bonne nouvelle. Donc, on a une mesure exceptionnelle qui va permettre aux entreprises jusqu'au 1er juillet 2021 de s'acquitter des impôts et taxes qui ont été émis avant le 1er janvier 2020 sans majoration et pénalité. Et nous verrons également une dernière mesure qui vise cette fois-ci la promotion de l'industrie locale et la substitution à l'importation par rapport à un certain nombre d'éléments et de produits et de biens. Voilà donc pour le programme. Comme l'a mentionné Angélique, et je voudrais aussi mettre l'accent sur ce point-là avant de démarrer, c'est qu'on a traité un projet de loi de finances. Cette année, donc, il s'agit de la loi de finances numéro 65-20. Les dates clés sont les suivantes. Donc, adoption de ce projet par la Chambre des conseillers le 4 décembre 2020 et son adoption par la Chambre des représentants le 8 décembre 2020, c'est-à-dire la semaine dernière. Donc, la version effectivement en arabe qui a émané de la Chambre des représentants, qui est signée par la Chambre des représentants, a circulé suite à cette adoption. Et c'est sur la base de cette version-là que nous avons réalisé le travail de lecture et de synthèse pour vous faire la restitution aujourd'hui des principaux points et des principales dispositions fiscales, en particulier de la loi de finances 2021. Donc, le texte n'est pas encore publié au bulletin officiel et il sera rendu justement officiel après sa publication, comme le prévoit le circuit législatif au Maroc. Voilà donc un petit point avant de rentrer dans le détail des procédures et des apports. Donc, effectivement, le texte qui existe aujourd'hui est un texte en arabe en attente de sa publication. Nous attendons également, comme il est d'usage, la parution de la note circulaire de la Direction générale des impôts qui verra le jour courant du mois de janvier pour nous permettre de comprendre davantage et d'interpréter et de lire au mieux les dispositions qui sont contenues dans la loi de finances. À travers donc le texte qui va abroger et modifier le Code général des impôts à partir du 1er janvier 2021. Alors, la première mesure est une mesure importante qui concerne les sociétés qui ont le statut CFC. Comme l'indique le titre, il s'agit d'une harmonisation du régime fiscal des sociétés qui bénéficient de ce statut. Donc, vous savez qu'au Maroc, on a une plateforme financière importante qui permet aussi de conférer le label ou ce qu'on appelle le statut CFC à un certain nombre de sociétés qui répondent à un certain nombre de critères. Et la fiscalité des entreprises qui s'installent dans cette zone doit être un élément important d'encouragement et d'accroissement de l'attractivité de la zone de Casa Finance City, à savoir CFC. Donc, les entreprises qui s'installent dans cette zone-là bénéficient d'un régime fiscal de faveur, d'un régime fiscal incitatif. Ce régime fiscal a été modifié lors de la loi de finances 2020, qui est venu prévoir un taux unique de 15% en matière d'impôt sur les sociétés pour toutes les sociétés qui ont le statut CFC. Donc, ceci a généré un certain nombre de difficultés pour les entreprises qui ont ce label. Et par la suite, il a fallu également mettre en place une loi qui va restructurer, qui va réorganiser la zone de Casa Finance City pour permettre justement d'avoir un système qui va dire harmonieux au niveau légal et réglementaire pour les entreprises qui s'installent dans la zone. S'il vous plaît, Angélique, si on peut rester sur la diapo précédente, la 7, voilà. Donc, cette loi, ce décret-loi numéro 2-20-665 du 30 septembre 2020 a vu le jour en novembre et permet de classer et de réorganiser les entreprises qui s'installent dans Casa Finance City par catégorie. Donc, on a ce qu'on appelle les entreprises financières et les entreprises non financières. Donc, par conséquent, les entreprises financières qui ont été énumérées au niveau de cette loi sont les établissements de crédit, les établissements d'assurance et de réassurance et les sociétés de courtage en assurance et en réassurance. Donc, ces entreprises-là
qui sont financières ne bénéficient pas des avantages qui sont prévus par Casa Finance City et restent soumis au régime de droit commun. On a également cherché à clarifier la durée d'application de l'ancien régime fiscal de Casa Finance City jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, on continue à appliquer l'ancien régime qui était applicable et qui semblait être exclu par les apports de la loi de finances de l'année 2020 pour les entreprises qui ont obtenu le statut CFC avant le 1er janvier 2020. Donc, désormais, on a clairement décidé par cette loi de finances de prolonger la durée d'application de l'ancien régime au 31 décembre 2022 pour toutes les entreprises qui ont obtenu le statut CFC avant le 1er janvier 2020. Une nouvelle disposition également toujours pour les sociétés qui ont le statut CFC, toujours dans le prolongement et en harmonie avec les dispositions précédentes, c'est que les dividendes qui sont mis en distribution par les sociétés qui ont le statut CFC vont être également exonérés de l'impôt sur les sociétés qui est retenu à la source. Ceci s'applique bien sûr aux entreprises qui n'ont pas le caractère d'entreprise financière, comme je viens de l'expliquer, à travers le nouveau décret-loi qui vient de voir le jour, c'est-à-dire les établissements de crédit, les entreprises d'assurance et de réassurance et les autres institutions financières qui exercent dans cette zone. Donc, il y a une clarification du régime global des sociétés qui ont le statut CFC, que ce soit par rapport à leurs résultats ou par rapport aux dividendes qu'ils vont mettre à la disposition ou verser ou inscrire en compte de leurs actionnaires bénéficiaires, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales. On continue avec une autre mesure qui, cette fois-ci, vise la reprise ou la relance du secteur de l'immobilier. Donc, on a trois dispositions dans ce registre-là. La première, c'est une prolongation jusqu'au 30 juin 2021 de l'exonération des droits d'enregistrement qui est due ou occasionnée par l'acquisition d'un logement social, qu'il soit de 140 000 dirhams ou de 250 000 dirhams en fonction des catégories. On a également, on s'est inspiré de la loi de finances rectificative de 2020 qui a accordé une réduction de 50% des droits d'enregistrement au profit des acquéreurs de logements. Cette disposition a été prolongée également jusqu'au 30 juin 2021. Et puis, on a prévu l'extension de cette réduction à tout bien immobilier, donc quel qu'il soit, sous forme de terrain à usage d'habitation ou de résidence qui atteint 4 millions de dirhams au lieu de 2 500 000 dirhams. Donc, ces trois mesures déversent vers le même objectif, c'est celui de continuer à promouvoir les transactions immobilières au Maroc dans un contexte marqué par une crise économique qui touche tous les secteurs. Alors, on n'oublie pas les mesures d'encouragement de l'acte d'investissement ou de tous les actes d'investissement, les sociétés étant le moteur de l'économie marocaine. Donc, on a prévu de réduire les droits d'enregistrement sur les augmentations de capital par rapport en nature qui étaient de 1%, de les réduire à 0,5%, de telle sorte à encourager la restructuration des sociétés et leur recapitalisation par des apports nouveaux. Ensuite, pour ce qui est des opérations de transfert des entreprises publiques vers le secteur privé, donc là, par référence à la loi 3989 qui s'appelle en fait la loi sur la privatisation au Maroc qu'on a connue et grâce à laquelle pas mal d'établissements publics ont pu migrer vers le secteur privé. Donc là, en prévision d'un certain nombre d'opérations qui vont certainement venir incessamment, on a prévu une neutralité fiscale pour toutes les opérations ou au titre de toutes les transactions qui vont intervenir dans le cadre des opérations de transfert des entreprises publiques au secteur privé. Donc, en l'occurrence, une exonération de l'IS au titre des produits qui vont résulter de la cession de ces participations, puisque de toute façon, ces produits vont aller dans le budget général de l'État. Donc, ils sont exonérés de l'impôt sur les sociétés. On exonère également la plus-value éventuelle réalisée sur les apports
des actifs des établissements publics lorsqu'ils sont apportés à la valeur qui figure au dernier bilan avant l'exercice clos de réalisation de ces opérations-là. Ensuite, il y a une exonération, donc dans la diapo suivante, il y a un transfert en fait du droit à déduction de la TVA pour ces opérations de restructuration dans le cadre de la migration du secteur public vers le secteur privé. Et pour boucler la boucle, on exonère également des droits d'enregistrement tous les actes qui sont relatifs aux opérations de restructuration de ces établissements lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan des entreprises, dans le bilan d'ouverture des entreprises qui vont accueillir donc ces actifs à la valeur qui figurait au dernier bilan clos avant la réalisation de cette opération. Donc, il s'agit d'une détaxation totale de toutes les opérations de transfert en matière d'impôt sur les sociétés au titre des plus-values de cession, des titres et des plus-values d'apport, et également en matière de TVA et de droits d'enregistrement. Madame Guessous, je me permets de prendre une question d'ores et déjà. L'extension de l'exonération à 4 millions de dirhams s'applique-t-il seulement aux biens neufs ou bien à tous les biens? La loi de finances n'a pas précisé, mais il s'agit en fait, ce qu'on veut promouvoir, c'est le secteur de l'immobilier. Donc, ça doit s'appliquer aux biens neufs uniquement. Donc, on va attendre qu'il y ait la disposition, en fait, qu'il y ait une clarification de ces dispositions-là au niveau de la note circulaire de la Direction générale des impôts à partir du 1er janvier 2021. Merci. Je vous en prie. Alors, on continue avec les dispositions suivantes. Donc, l'instauration d'une mesure de contribution sociale. Donc, comme on a dit, une loi de finances dans un contexte de crise ne pouvait pas ne pas prévoir de dispositions particulières en faveur de participation sociale, en particulier en faveur de la solidarité entre les citoyens. Donc là, c'est une nouvelle contribution qui est mise en place, nouvelle parce que elle vient s'ajouter en fait à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui va s'appliquer à partir du 1er janvier 2021. Mais elle n'est pas si nouvelle que cela, puisque la contribution sociale de solidarité a déjà été appliquée au Maroc en 2013 sur les bénéfices et sur les revenus. Elle a été abandonnée depuis, mais là, on revient un peu vers ce système qui constitue en quelque sorte un complément d'impôt. Donc, au lieu d'augmenter le taux de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur les revenus, on maintient les impôts à leur taux normal de droit commun et on prévoit une contribution supplémentaire de solidarité sur les bénéfices et sur les revenus qui est corrélée justement aux résultats qui sont dégagés par les contribuables et qui vont permettre en quelque sorte de corriger la contribution fiscale des contribuables en fonction de leurs revenus plutôt que d'appliquer les mêmes taux à tout le monde. Donc, je m'explique. D'abord, cette contribution sociale de solidarité s'applique sur les bénéfices. Quand on dit bénéfices, on dit entreprise. Donc, elle sera versée par toutes les sociétés qui sont soumises à l'IS, à l'exclusion de 3 catégories d'entreprises qui ont été citées dans la loi, dans le texte de loi. Les sociétés qui sont exonérées de manière permanente. Donc, si on est exonéré de manière permanente, on n'est pas redevable de cette contribution. Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d'accélération industrielle, c'est-à-dire les anciennes, ce qu'on appelait antérieurement les zones franches d'exportation, et on a adopté l'appellation zone d'accélération industrielle pour plus d'harmonie, et puis des sociétés de services qui bénéficient du régime fiscal pour la place financière de Casa Finance City. En dehors de ces 3 exclusions, toutes les sociétés soumises à l'IS vont être, à partir du 1er janvier 2021, redevables de cette contribution sociale de solidarité. Alors, comment va s'appliquer cette contribution? Donc, d'abord, elle s'applique aux sociétés qui réalisent un bénéfice net ou supérieur à égal à 1 million de dirhams au titre du dernier exercice clos. Donc, le seuil d'application ou le seuil de taxation est de 1 million de dirhams. Donc là, il y a eu pas mal de discussions au niveau de l'adoption de la loi de finances sur le seuil. À un moment donné, il a été fixé à 5 millions de dirhams, mais pour étendre l'assiette et élargir
la contribution, il a été ramené à 1 million de dirhams avec des taux proportionnels. Donc pour le bénéfice qui est situé entre 1 million et 5 millions de dirhams, le taux est de 1,5%. Il est de 2,5% lorsque ce bénéfice est entre 5 millions de dirhams et 40 millions de dirhams, et 3,5% lorsque le bénéfice est supérieur à 40 millions de dirhams. Alors, c'est une contribution qui est un complément d'impôt, comme on l'a dit. Mauvaise nouvelle, c'est que cette contribution de solidarité sociale n'est pas déductible du résultat fiscal. Autrement dit, c'est une charge supplémentaire, en fait, c'est une charge fiscale, mais qui va être réintégrée au même titre que l'impôt sur les sociétés lui-même, qui va être réintégré dans le calcul du résultat fiscal. Et là, on peut avoir plusieurs commentaires, c'est de dire on ne paye pas d'impôt sur l'impôt, etc. Mais elle a été prévue au niveau de l'article 11 comme étant une charge qui n'est pas déductible et qui doit faire l'objet d'un retraitement lors du calcul ou lors du passage du résultat comptable au résultat fiscal de l'exercice suivant. Alors, les personnes physiques sont également appelées à contribuer en matière de solidarité. Donc, on vise les personnes physiques qui sont soumises à l'impôt sur le revenu au titre de tout le revenu de source marocaine, donc qu'ils soient des revenus professionnels qui sont soumis à l'impôt sur le revenu, que ce soit des impôts ou des revenus qui sont agricoles. Les revenus agricoles sont sont soumis à l'IR depuis 2014, ou des revenus fonciers, et également tous les revenus salariaux et assimilés. Donc, tous les contribuables qui sont soumis à l'IR à quelque titre que ce soit vont être appelés à s'acquitter de cette contribution lorsqu'ils réalisent un revenu global net d'impôt qui est supérieur à 240 000 dirhams, bien sûr, annuel. Donc, la contribution ici n'est pas proportionnelle au revenu comme on l'a vu pour les personnes morales. Elle est appliquée à un taux fixe de 1,5% du revenu global. Alors, ensuite, il y a une mise en place d'une nouvelle contribution. Donc, mais là, je vous rassure, ce n'est pas une nouvelle imposition, ce n'est pas une nouvelle taxe, c'est une consolidation d'un certain nombre d'impôts et taxes qui sont dus par les professionnels qui ont un revenu limité. En l'occurrence, l'IS, la taxe professionnelle et la TSC, ou à la place de l'IR quand il s'agit de professionnels qui sont soumis au régime du forfait, du bénéfice forfaitaire, et lorsqu'il s'agit de petits contribuables qui ont un revenu modeste, c'est-à-dire un chiffre d'affaires de 2 millions de dirhams pour les activités commerciales, industrielles et artisanales, et de 500 000 dirhams pour les activités de prestation de services. Donc, en fait, on va venir regrouper l'ensemble de ces impôts et taxes dans ce qu'on a appelé la contribution professionnelle unique, la CPU, qui va s'appliquer à un taux unique de 10% pour le revenu professionnel qui est déterminé selon la méthode du CPU. Donc, cette méthode prévoit qu'on est taxé sur la base imposable, qui est le chiffre d'affaires qu'on va réaliser, auquel on applique un coefficient qui va être fixé pour chaque profession. Et c'est un impôt unique qui va en fait dispenser du paiement des autres impôts et taxes, notamment la taxe professionnelle et la taxe de services communaux pour les petits contribuables. Donc, cet impôt unique qui est dû va être complété par une contribution complémentaire qui est destinée à la couverture médicale. Donc, l'avènement du Covid ou la pandémie que nous avons vécue a révélé des insuffisances au niveau de la couverture sociale de certaines couches sociales. Donc, il a été voulu au niveau de cette loi de finances sur les instructions de Sa Majesté et de différents intervenants et acteurs et parties prenantes de vouloir commencer à mettre en place les premiers jalons d'un vrai système de couverture sociale. Donc, on est venu compléter cette CPU, cette contribution professionnelle unique, par une contribution complémentaire qui est destinée à la couverture médicale et qui est due selon l'activité et le revenu. Donc, cette contribution, diapo suivante s'il vous plaît. Donc, cette contribution, elle est due
en fonction des droits annuels dont doit s'acquitter le contribuable en question, soit par trimestre, soit par année. Et donc, ce sont des droits qui peuvent aller de 300 dirhams jusqu'à 3600 dirhams par trimestre, soit entre 1200 dirhams et 14 400 dirhams par an, pour permettre justement de constituer un fonds qui va venir en fait à l'aide des contribuables en cas de difficulté. Donc, ce sont les premiers, comme je disais, les premiers jalons, les premières bases d'une couverture sociale qui est généralisée et qui est accessible à tous les citoyens. Alors, comme il s'agit d'une nouvelle contribution, donc on a également prévu un régime de CPI en bonne et due forme qui est cité dans les articles 32, 44 et 73 du Code général des impôts. On a prévu également les modalités de déclaration. Donc, la personne peut déclarer par procédé électronique ou sur support papier l'option qui va être retenue. Elle va déclarer également le chiffre d'affaires réalisé et elle va pouvoir verser spontanément selon la périodicité qui a lieu de retenir sur option. Donc, un contribuable peut choisir de s'acquitter de sa CPU de manière trimestrielle ou de manière annuelle. Donc, la contribution trimestrielle va être due avant la fin du mois qui suit le trimestre, au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé. Pour celle qui est annuelle, c'est avant le 1er mars de l'année suivant l'année au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé. Donc, on a mis en place en fait un dispositif qui est complet et qui permet justement aux personnes physiques d'alléger leur fiscalité, de simplifier le traitement de leur revenu au niveau fiscal et de mettre en place plus de transparence et dans la communication aussi avec l'administration fiscale. Alors, on a élargi la couverture médicale aussi aux auto-entrepreneurs à partir de 2021 pour leur permettre d'accéder aux services de l'assurance maladie obligatoire, également par une contribution complémentaire dans le cadre de ce chantier, comme je viens de l'exposer. Ils sont obligés en fait de respecter ce dispositif pour la justification des achats pour les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique. Donc, même ces contribuables, ils sont sujets à toutes les règles en fait qui sont prévues par le législateur pour justifier les achats et pour justifier les dépenses. Le contribuable peut s'acquitter de sa déclaration et il a la possibilité de procéder à sa déclaration par procédé électronique. Donc, à ce moment-là, il va pouvoir effectuer sa déclaration auprès de l'administration fiscale et il va pouvoir également verser l'IR qui est dû par procédé électronique. Donc, tout le régime, il y a tout un dispositif qui a été mis en place pour rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2021 pour les contribuables qui vont passer sous le régime du CPE. Alors, une autre disposition cette fois-ci en faveur de la relance du marché de l'emploi. Donc, on prévoit désormais pour le recrutement de tout salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui est conclu entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, une exonération de l'IR pendant les 36 premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de travail. Donc ici, on vise en particulier le premier recrutement des jeunes. Donc, il ne s'agit pas de bénéficier de ce régime plus d'une fois. L'âge du salarié ne doit pas dépasser 35 ans à la date de la conclusion de ce contrat de travail. Donc, on vise davantage à assurer l'insertion des jeunes dans le marché, sur le marché du travail en accordant une facilité ou une disposition fiscale de faveur qui est celle de l'exonération de l'IR sur les 36 premiers mois qui suivent le recrutement. Alors, si vous avez suivi ces dispositions un petit peu à travers les médias, les premiers seuils qui étaient fixés, c'était une exonération pendant 24 mois et l'âge du salarié ne devait pas dépasser 30 ans. Dans le cadre des amendements
de la loi de finances, il a été souhaité justement d'étendre l'exonération de 24 à 36 mois et de faire bénéficier les salariés également entre 30 et 35 ans. Donc maintenant, l'âge du salarié ne doit pas dépasser 35 ans pour pouvoir bénéficier de ce régime, vu la situation et vu le taux de chômage qui existe sur le marché de l'emploi au Maroc. Alors, en matière maintenant de justification des dépenses, vous savez que c'est un chantier qui est ouvert depuis toujours et à chaque fois qu'il y a des lois de finances, on tend à mettre en place de plus en plus de clarté et de transparence dans la justification des dépenses des contribuables et aussi de manière corrélative à lutter contre l'informel, à lutter contre les pratiques d'émission de fausses factures pour augmenter ses charges et éluder le paiement de l'impôt. Donc, désormais, on doit justifier par une facture régulière et probante tout achat qui est effectué par un contribuable auprès d'un fournisseur qui est soumis à la taxe professionnelle. Donc, on doit également faire attention, bien sûr, au rejet de déduction lorsque l'administration fiscale constate une émission de facture par un fournisseur qui ne satisfait pas aux obligations de déclaration ou de paiement, donc qui n'est pas en situation de conformité, ou lorsqu'il n'existe pas une activité effective. Donc, on est devant des factures fictives et donc des dépenses et des charges également qui sont fictives. L'administration fiscale ne s'est pas contentée de ces deux points-là. Elle est allée bien au-delà en mettant en place désormais sur son site électronique une base de données ou une liste exhaustive qui va être tenue à jour des numéros d'identification fiscale de tous les fournisseurs défaillants, en fait, de tous les émetteurs de fausses factures. Donc, c'est pour permettre justement un contrôle de part et d'autre et la lutte contre ces pratiques-là. Mais bien au-delà, je vais peut-être vous étonner en vous disant que dans l'article 192 du Code général des impôts, tel qu'il va être mis à jour après cette loi de finances 2021, on a même prévu une sanction pénale à l'encontre des émetteurs de fausses factures qui peut aller donc d'un emprisonnement qui peut aller de 1 à 3 mois. Donc, c'est juste pour vous dire en quelque sorte à quel point l'administration fiscale souhaite mettre fin à ces pratiques-là qui existent, qui ont été courantes pendant un certain moment, mais aujourd'hui, il faut s'inscrire davantage dans des procédures de transparence et de justesse vis-à-vis de l'administration fiscale dans le calcul de son résultat et dans le paiement des impôts. Alors, comme également dans toutes les lois de finances, on cherche à renforcer le droit de communication et cette fois-ci encore, on a revisité l'article 214 du Code général des impôts. Donc, c'est l'article qui prévoit le mécanisme qui existe en cas de lien de dépendance direct ou indirect entre des entreprises. En l'occurrence, ce qu'on appelle en fait, ce qui donne lieu à la pratique des prix ou de la politique des prix de transfert. Donc, on a introduit désormais une obligation pour toutes les sociétés qui réalisent des transactions avec des entités qui sont situées à l'étranger et avec lesquelles elles ont des liens de dépendance directe ou indirecte, de communiquer à l'administration fiscale une documentation qui va permettre de justifier le prix de transfert. Donc, on va désormais commencer à communiquer un fichier principal qui contient, donc c'est l'administration fiscale qui l'a appelé fichier principal puisqu'il contient toutes les informations qui sont relatives aux activités des entreprises et à leur politique globale en matière de prix de transfert, et puis également à la répartition des bénéfices et des activités à l'échelle mondiale, mais aussi un fichier local qui concerne cette fois-ci uniquement les transactions que l'entreprise qui est sous contrôle réalise avec les sociétés avec lesquelles elle a des liens de dépendance. Donc, désormais, il faut communiquer en fait toutes ces informations à l'administration fiscale pour lui permettre d'apprécier le risque afférent au transfert de change et le cas échéant redresser si redressement il y a sur des bases qui sont réelles et sur les bases qui émanent des documents qui ont été déclarés et mis à la disposition d'administration par le contribuable lui-même. Alors, cette documentation doit être produite par les entreprises lorsque le chiffre d'affaires déclaré est supérieur ou égal à 50 millions de dirhams ou lorsque l'actif brut du bilan
de l'exercice est supérieur également ou égal à ce seuil de 50 millions de dirhams. Donc, l'obligation incombe uniquement à partir donc, de ce seuil-là aux sociétés. À défaut de communication de ces informations-là et de ces documents, au cours de la vérification, le contribuable peut être invité à produire les documents manquants dans un délai de 30 jours. Donc, il y a une volonté de donner la possibilité au mieux aux contribuables de communiquer justement à l'administration fiscale. Donc, même s'ils ne le font pas, il ne le fait pas de manière spontanée, il va être invité à le faire et il va avoir un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cette demande de communication par l'administration fiscale pour fournir les documents manquants. Si, au-delà des 30 jours, ces documents manquants ne sont pas communiqués ou dans le cas également où ils sont communiqués à l'administration fiscale dans le délai de 30 jours, mais ils sont jugés incomplets, insuffisants ou erronés, à ce moment-là, le lien de dépendance va être clairement établi par l'administration fiscale et à ce moment-là, les redressements vont pouvoir s'en suivre puisque l'administration ne dispose pas des documents réels qui justifient la réalité en fait et les transactions qui sont réalisées avec les entreprises, bien que le contribuable ait été invité à le faire. On a également prévu dans cette loi de finances une sanction. Donc, l'administration fiscale a sorti toutes les obligations de sanctions pour que justement être plus que le système soit un peu plus, on va dire, dissuasif et virulent et important. Donc, c'est une sanction à l'égard de toute entreprise qui n'a pas produit à l'administration fiscale des documents manquants. Donc, elle va avoir également à payer et à supporter une amende qui est de 0,5% du montant des transactions qui sont concernées par les documents qui ne seront pas produits. Et c'est une amende qui va être émise par voie de rôle. Donc, cette amende est fixée à 0,5%, mais avec un minimum de 200 000 dirhams par exercice concerné. Donc, c'est pour vous donner un peu l'importance de ces mesures-là. Les sanctions qui en découlent sont très lourdes. Vous imaginez, sur 3 ou 4 ans, on peut avoir un minimum de 600 000 à 800 000 dirhams d'amende à payer simplement pour avoir failli à son obligation de communiquer les informations et les documents manquants concernant la relation entre l'entreprise vérifiée et les entreprises avec lesquelles elle a des liens de dépendance. Donc, ce sont des obligations qui découlent en fait de la volonté de l'administration fiscale effectivement d'assurer plus de clarté et de transparence, mais aussi sous l'effet de la pression au niveau international, puisqu'aujourd'hui, en matière de prix de transfert, tous les pays se sont mis à des obligations en fait similaires dans le but de lutter contre cette pratique de transfert ou de transfer pricing qui consiste à effectuer des manipulations ou on va dire des manœuvres dans les facturations intra-groupes entre sociétés mères et filles, par exemple, pour transférer les bénéfices dans un pays ou dans l'autre. Alors, en même temps, on cherche également à renforcer le droit de contrôle en cas de vérification de la comptabilité, c'est-à-dire la vérification fiscale. Il peut y avoir des cas où les administrations fiscales demandent des renseignements entre elles. Donc, l'administration fiscale marocaine pourrait solliciter l'administration fiscale d'un autre pays avec lequel elle a conclu une convention ou un accord qui permet l'échange de renseignements à des fins fiscales. Donc, à ce moment-là, s'il y a eu cet échange entre les administrations, le comptage de la durée de vérification, vous savez que les vérifications sont limitées dans le temps, à 6 mois ou à 1 an en fonction du seuil de chiffre d'affaires. Donc, à ce moment-là, les durées de vérification sont suspendues jusqu'à ce que l'administration fiscale qui a été sollicitée dans le pays, dans l'autre pays, puisse répondre. Donc, cette suspension n'interfère pas dans le comptage de la durée, mais cette suspension est limitée dans le temps à 180 jours à compter de la date d'envoi
de ces demandes. Donc, si une administration ne répond pas ou répond au-delà des 180 jours, l'exclusion du comptage ne va plus être d'actualité. Donc, on va commencer à prendre en considération le délai supplémentaire qui dépasse les 180 jours. On a également l'obligation d'informer le contribuable. Donc, l'inspecteur doit informer justement le contribuable de la date d'envoi de cette demande de renseignement pour lui permettre en toute clarté et en toute transparence de commencer le décompte de ce délai de 180 jours et de savoir à quel moment est-ce que la durée de sa vérification est suspendue et à quel moment est-ce qu'elle va reprendre au-delà de ces 180 jours. Donc, juste pour vous dire également que cette mesure renseigne également sur le recours de plus en plus important par les administrations fiscales aux échanges de données avec les administrations fiscales des autres pays avec lesquels on a des conventions ou des accords qui permettent l'échange de renseignements à des fins fiscales. Ce sont des principes qui ont toujours été actés dans les conventions fiscales de non-double imposition, mais c'est des articles à un moment donné qui n'étaient pas assez mis en œuvre dans la pratique. Mais aujourd'hui, l'échange de renseignements est effectif, il est d'actualité et vous voyez même qu'on commence à prévoir les modalités de son application et de sa mise en œuvre. Merci Angélique. Alors, une nouvelle amnistie fiscale aussi, donc c'est une nouvelle mesure de cette loi de finances pour l'année 2021. Vous allez me dire, on est encore en plein dans les amnisties, on est au mois de décembre, et il y a encore des amnisties jusqu'au 31 décembre 2020 pour permettre justement les régularisations spontanées par les contribuables de tous les manquements de déclaration qui auraient pu intervenir. Là, il y a une nouvelle amnistie sous une autre forme. C'est pour les impôts et taxes et redevances qui sont prévus par le Code général des impôts, qui seraient restés impayés jusqu'au 31 décembre 2020 et pour lesquels l'administration fiscale va exonérer des majorations de retard, des amendes et des frais de recouvrement. Donc, à ce moment-là, pour bénéficier de ce dispositif, il faut s'acquitter du montant principal de la créance, puisqu'on est exonéré des majorations et pénalités, avant le 1er juillet 2021. Donc ici, l'administration fiscale a tenu compte en quelque sorte des difficultés, de la situation de crise pour accorder un délai supplémentaire pour s'acquitter du principal en bénéficiant de l'exonération ou de l'amnistie sur les pénalités, majorations de retard et amendes. Donc là, il n'y a pas d'obligation particulière pour obtenir cette amnistie. C'est le receveur des impôts lui-même qui va les accorder spontanément et délibérément lorsqu'il y aura bien sûr paiement du principal avant le 1er juillet 2021. Par contre, le paiement doit bien se faire spontanément par le contribuable. Donc, on exclut de ces dispositions les pénalités, les majorations et les frais de recouvrement qui sont afférents aux impôts, qui ont fait l'objet d'une procédure de rectification et qui ont débouché sur un accord à l'amiable. Donc, pour les entreprises qui ont subi un contrôle et qui sont en cours de négociation transactionnelle ou vers un accord à l'amiable, si cet accord prévoit bien sûr des majorations et des amendes qui vont être dues sur une correction d'impôt qui émane en fait d'une vérification fiscale, on ne pourra pas prétendre à l'exonération des pénalités et majorations à ce titre-là. Ce sont des majorations et pénalités qui sont négociées, qui sont inscrites dans un accord de transaction à l'amiable avec l'administration fiscale et qui ne seront pas éligibles à cette amnistie. Les contribuables qui ne sont redevables au Trésor que des pénalités de retard, par contre, des fois, pour, par exemple, avoir déposé une déclaration tardive, on a déposé une déclaration tardive, on s'est acquitté du principal, mais on ne s'est pas acquitté des majorations. Donc, on peut être invité à s'acquitter uniquement des majorations et des pénalités de retard. Le même dispositif, en fait, est prévu sous forme d'amnistie, mais cette fois-ci, elle revêt la forme d'une réduction de 50% uniquement, mais pas d'une amnistie sur le montant global des pénalités, majorations de retard et frais, donc uniquement
une décote de 50% de ces pénalités, à condition bien sûr de s'acquitter du reliquat avant le 1er juillet 2021. Donc c'est encore une fois une disposition favorable pour la collecte de la recette fiscale par l'administration ou par la Direction générale des impôts, et c'est une mesure de faveur pour les contribuables en question. Alors, c'est une amnistie qui vise également les pénalités, les amendes et majorations relatives aux créances publiques. Donc, on a cité tout à l'heure les impôts et taxes qui sont visés par le Code général des impôts. On vise également, au niveau de l'article 6 bis du Code général des impôts, les créances publiques qui sont restées impayées au 31 décembre 2020, à l'exception des impôts et droits de douane qui figurent au niveau du Code de recouvrement des créances publiques. Donc, c'est un élargissement, en fait, c'est une invitation tacite par la direction des impôts, par l'administration fiscale, de s'acquitter de toutes les créances de l'État sous forme d'impôts et taxes ou sous forme de toute autre créance publique qui ont été émises, mais qui n'ont pas été payées, qui sont restées impayées au 31 décembre 2020. Alors, une dernière mesure, cette fois-ci, concernant la promotion de l'industrie locale et la substitution à l'importation. Donc, vous savez que dans la loi de finances, il y a les dispositions fiscales, mais il y a également les dispositions concernant les droits de douane. Donc, ici, pour promouvoir le Made in Morocco, pour renforcer la compétitivité des entreprises nationales dans certains secteurs, on a procédé à l'augmentation des droits de douane de certains produits pour freiner en fait la substitution pour lutter contre la substitution à l'importation, freiner l'importation de ces biens et encourager le recours en fait aux biens qui sont produits localement et par là même contribuer au renforcement de la compétitivité des filiales locales ou marocaines de production. Donc, on a augmenté, par exemple, pour les tissus d'ameublement, le chocolat et le cacao, les droits de douane de 17,5 à 40%, de 2,5 à 40% pour les parapluies, les ombrelles, les parasols, de 10 à 40% pour les étoffes de bonneterie qui sont destinées à l'industrie, à la production de couvertures, et de 2,5 à 17,5% pour les cartouches tonnerres. Donc, on a également instauré un taux d'importation minimum de 2,5% pour les marchandises qui sont importées, mais qui ont acquis quand même l'origine marocaine après avoir été transformées dans le cadre des régimes économiques en douane, comme par exemple dans le cas d'une admission temporaire. Et donc là, ce sont des dispositions qui sont prévues au chapitre 30 de l'article 4 de la loi de finances pour l'année 2021. Donc voilà un petit tour d'horizon et une première restitution des principales mesures de cette loi de finances. J'ai essayé de respecter le timing qui m'a été accordé. Angélique, est-ce que je suis dans les temps? Vous êtes parfaitement dans les temps. Merci beaucoup pour cette présentation très précise. Je vous propose de reprendre les questions qui ont été posées rapidement. Il nous reste 10 minutes. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Hein. Donc, vous parliez de la CSS, hein, la contribution sociale solidaire, hein, c'est bien ça? Oui, solidarité sociale. Voilà. Alors, il y a une question sur cette contribution. Existe-t-elle par rapport à l'exercice ouvert le 1er janvier 2021? Oui, absolument. Le fait générateur, c'est donc en fait c'est les résultats qui vont être clôturés à partir de l'exercice clos après le 1er janvier 2021. Les exercices clôturés qui sont ouverts à partir du 1er janvier 2021. Alors, une autre question sur la CSS pour les personnes physiques au titre de leurs revenus salariaux. Sera-t-elle prélevée par l'employeur comme l'impôt sur le revenu ou aura-t-elle un traitement différent? Alors, elle est prélevée par l'employeur puisque c'est considéré comme un complément d'impôt sur le revenu. En fait, c'est une contribution supplémentaire et vous savez que la taxation des revenus des salariés se fait par la voie de la retenue à la source au Maroc.
Donc, le traitement de la contribution sociale de solidarité se fait de la même manière par voie de retenue à la source. Donc là, se posera la question à juste titre de qui va prendre en charge cette contribution. Donc c'est une question classique qu'on retrouve à chaque fois qu'il y a une revue des taux de taxation. En l'occurrence, maintenant, il s'agit d'un relèvement de la taxation à l'impôt sur le revenu. Donc à ce moment-là, il faut voir en fait, est-ce que le contrat de travail prévoit un salaire net ou un salaire brut, auquel cas le traitement va être différencié. Donc si le contrat de travail prévoit un salaire net, à ce moment-là, cette contribution va réellement ou dans les faits être prise en charge par l'employeur qui retient à la source et qui s'engage à payer une somme nette à son employé, peu importe ou quelles que soient les retenues qui sont effectuées en amont. Si c'est dans le cas contraire, le salarié pourrait voir son salaire net baisser. Et donc là, je pense que c'est une question qui se négocie entre l'employeur et le salarié pour, le cas échéant, peut-être avenanter le contrat de travail ou prévoir des modalités différentes. Mais dans tous les cas, le traitement se fait entre les mains de l'employeur. Très bien, merci. Une autre question sur cette CSS. La loi de finances 2021 prévoit-elle une durée déterminée pour l'application de la CSS ou bien sera-t-elle étendue pour les années à venir? Alors pour l'instant, elle est prévue uniquement sur l'année 2021. Donc elle a été prévue sur une année et jusqu'à nouvel ordre. Vous savez, les lois de finances évoluent tous les ans en fonction des contextes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une contribution qui est exceptionnelle. C'est une contribution qui est venue dans un contexte spécifique. Son étendue n'a pas encore été prévue en termes de durée. Je me souviens des anciennes contributions, elles avaient été mises en place sur 2-3 années. Pour celle-là, elle concerne uniquement l'année 2021 jusqu'à nouvel ordre. D'accord, donc peut-être que vous l'avez déjà précisé, mais il y a une question formulée de manière différente pour la CSS. Qu'est-ce qu'on entend par dernier exercice clos pour la base d'imposition, bénéfice 2020 ou bien 2021? Est-ce que vous pourriez repréciser? Oui, tout à fait. Donc, c'est pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2021. Donc, elle sera due sur l'exercice clos au 31 décembre 2021. Très bien. Alors, je reviens sur une question qui porte sur le début de votre intervention. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème d'ordinateur. Voilà, je remonte. Concernant la réduction des droits d'enregistrement de 50%, concerne-t-elle uniquement les biens immobiliers à usage d'habitation ou bien également les locaux à usage commercial ou professionnel? Alors, elle concerne les locaux à usage d'habitation. Et les logements à faible valeur immobilière, quand on parle de logements sociaux, quand on parle de logements à faible valeur immobilière, c'est des biens qui sont destinés à l'habitation. Ils ne sont pas destinés à usage professionnel. Merci Madame Guessous. Alors je pense qu'on a fait le tour des questions. On a un participant qui demande s'il serait possible d'avoir accès à votre présentation PowerPoint. Est-ce que vous seriez d'accord pour la transmettre aux participants à cet atelier? Avec plaisir. Avec je dirais pas une petite réserve, mais avec l'observation en fait et le point que j'ai fait au début, c'est qu'on attendra la publication du texte et on attendra également la parution de la note circulaire pour avoir plus de clarté et de matière par rapport aux modalités de mise en œuvre de nouvelles dispositions de cette loi de finances. Donc aujourd'hui, c'était une lecture du texte tel qu'il a été mis en place, comme je disais, dans la version en arabe. Mais on attendra début janvier pour livrer des commentaires et plus d'informations sur le contenu et les modalités d'application de cette nouvelle loi de finances. D'accord, alors j'ai deux questions qui sont intervenues là de dernière minute. Donc un participant qui se demande s'il a bien compris et donc si l'exercice n'est pas ouvert le 1er janvier 2021 mais qu'il est ouvert le 1er avril, on ne doit pas payer la CSS dans ce cas-là. Non, on doit la payer. C'est pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Donc personne ne va y échapper. Et si on a un exercice qui n'est pas qui est à cheval, on est également concerné par cette CSS. Et une dernière question, est-ce que la partie variable sera également exonérée pendant 36 mois
Peut-être parler de la disposition au niveau de l'impôt sur le revenu. Peut-être que le participant pourrait apporter quelques précisions. Cette question est apparue 2 fois. On a parlé de l'exonération de 36 mois pour les salaires qui sont versés aux personnes qui sont recrutées pour la première fois. Donc, je vais préciser la question. C'est la partie variable. Oui, de l'IR, voilà, de l'IR. L'IR, il concerne le salaire brut. Et dans le salaire brut, on introduit le salaire de base ainsi que tous les compléments qui peuvent être variables. Donc, si quelqu'un prétend à une indemnité ou à une prime parce que c'est un commercial, il a une prime de rentabilité ou de rendement, elle rentre également dans le calcul du salaire brut. Donc, toute la base imposable et tout le salaire brut imposable, déduction faite de ce qui est exonéré, donc les cotisations sociales, etc., va bénéficier de cette réduction ou de cette exclusion de 36 mois. Merci. C'est une défiscalisation totale, justement, de l'impôt sur le revenu pour encourager les créations d'emplois. C'est favorable à la fois pour les employeurs et pour les employés pour absorber les jeunes qui sont à la recherche d'emploi dans un contexte exceptionnel de crise. Vous avez dû constater qu'en filigrane, il y a pas mal de dispositions qui ont cherché à rétablir en quelque sorte le caractère, on va dire, social de cette loi de finances pour essayer également d'en faire mettre en place les premières étapes et les premiers jalons d'un système qui fonctionne bien au niveau social, que ce soit au niveau des emplois, que ce soit au niveau de la couverture sociale, que ce soit au niveau de l'assurance en cas de maladie. Donc, vous avez vu qu'il y a un bon nombre de dispositions qui versent un petit peu dans cet objectif-là, vers cet objectif. Oui. Voilà. Très bien, Madame Guessous. Alors, donc pour la présentation PowerPoint, est-ce qu'on peut l'envoyer d'ores et déjà en l'état aux participants de cet atelier, ou bien vous préférez la retoucher une fois que la loi sera publiée? Alors, vous pourrez l'envoyer en l'état, et une fois la loi publiée, je pense que ce ne sera pas une note de synthèse, mais elle sera beaucoup plus conséquente. À ce moment-là, on va la compléter. D'accord. Et comme je dit tout à l'heure, peut-être il y aura aussi une newsletter ou une communication plus détaillée, parce qu'il va falloir faire une étude approfondie des dispositions, mais on mettra également à jour cette présentation. D'accord, parce qu'on avait une question sur les modalités d'obtention de votre PowerPoint. Donc, je vous précise que nous avons les adresses mail de tous les participants, donc on pourra vous transmettre la présentation à l'issue de l'atelier. Donc, c'est l'équipe Lexis qui va s'en charger. Voilà, en tout cas, merci, Madame Guessous, de votre présentation très précise. On est parfaitement dans les temps. Il nous reste 1 minute pour vous remercier infiniment d'avoir animé cet atelier. Merci à tous les participants de s'être inscrits. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Merci à vous et bonne continuation. Merci, à bientôt. Au revoir.